Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC, pour les gens, en fait, de la MRC Maria-Chapdelaine. Et cette semaine, on va parler du marché du travail, quand même. C'est important dans nos vies, hein? On travaille, il faut vivre. Donc, on va en parler. Surtout des nouveaux défis qui attendent, parce qu'on sait qu'il y a des gros changements, juste au niveau de la technologie, tu sais, on peut comprendre. Et pour en discuter avec moi, j'ai un gars que je suis vraiment content de voir. Ça fait longtemps que je l'avais pas croisé. Michel Lemieux, qui est directeur du Carrefour Jeunesse Emploi Maria-Chapdelaine. Bonjour, Michel. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour les gens qui te connaissent pas, Michel, c'est quoi un peu ton parcours, puis comment tu t'es ramassé au Carrefour Jeunesse Emploi, puis c'est quoi le Carrefour Jeunesse Emploi, pour par hasard, si quelqu'un ne sait pas c'est quoi, là? Non, mais c'est bien, c'est toujours bien de le rappeler. Mon parcours à la fin de mes études en travail social, j'ai commencé à travailler au Carrefour Jeunesse Emploi sur des remplacements. De fil en aiguille, j'ai été intervenant, j'ai été coordonnateur, puis là, on travaille en co-direction. Un directeur et une directrice par MRC pour couvrir adéquatement l'ensemble du territoire, les partenaires, tout ça. On a décidé d'avoir un mode de co-direction. Donc, c'est là qu'on a... Toi, t'es dans cet organisme-là depuis toute ta vie, là. C'est ça, je comprends? À peu près, là. Oui, au Carrefour. Et, j'aurais travaillé à quelques endroits avant. Pour faire une histoire courte, oui, ça fait plus de 16 ans que je travaille à Jeunesse-Emploi, peut-être 17, je sais plus, je l'ai compté. Ouais. C'est génial. Puis, c'est quoi le mandat ou la mission du Carrefour Jeunesse-Emploi pour les gens qui connaissent pas trop ou qui considèrent qu'ils sont plus jeunes? Oui. Et la mission de base de tous les Carrefour Jeunesse-Emploi, il y en a 120, environ un peu plus de 120, 111 dans notre regroupement à la grandeur du Québec. Du Québec, pardon. C'est d'aider les jeunes de 15-35 ans dans leurs projets socio-professionnels. C'est-à-dire que ça peut toucher autant, oui, la recherche d'emploi, mais ça peut les questionnements professionnels, des stages, des projets, la persévérance scolaire, l'implication de milieu, parce que l'environnement socio-professionnel, c'est large, ça commence tôt, puis il y a des extensions à ce qu'on pense être un travail classique. Donc, c'est tout ça, les Carrefour Jeunes Emploi, et encore plus selon les secteurs, parce qu'on a quand même beaucoup de latitude pour adapter nos services au milieu où on vit, parce qu'on s'entend que le Carrefour Jeunes Emploi d'Hochelaga, Maisonneuve, et lui de Lebeau. Ils n'ont pas les mêmes défis, là. On n'a pas les mêmes défis, donc on a quand même un beau pouvoir d'action, puis nous, une particularité qu'on a, c'est que j'ai nommé les 15-35 ans, mais à notre Carrefour, dans nos 3 points de service, que ça soit Debout-Mistassini, Saint-Félicien ou Roberval, on fait pour les 35 ans et plus tout ce qui touche le soutien à la recherche d'emploi. OK. Donc, finalement, Carrefour Jeunesse Emploi, tout le monde est un peu jeune. Ça va de cœur. C'est plus au niveau de certains projets. Ouais. T'as 35 ans, mais la recherche d'emploi, nous, il n'y a pas de limite d'âge. Ça fait au-dessus de 15 d'années que tu es dans ce milieu-là. C'est quoi, selon toi, le changement majeur dans le milieu de l'emploi depuis 15 ans? Moi, je me rappelle que moi, quand j'étais jeune, le défi, c'était de se trouver une job. Ouais. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le défi, c'est moins de se trouver une job que je sais pas, moi, d'avoir les bons outils, de voir comment aussi la société se transforme avec le temps. Je sais pas. C'est quoi, toi, ta perception de tout ça? Il y a beaucoup d'éléments. Tu sais, le marché du travail, premièrement, est-ce qu'il est bon ou non? C'est-à-dire, est-ce que le taux de chômage se situe où? Dans les dernières années, un petit peu avant la COVID, on relie ça beaucoup à la COVID, mais en réalité, c'était commencé un petit peu avant, puis les économistes le prévoyaient, que le taux de chômage allait radicalement descendre, puis qu'il allait avoir vraiment des enjeux de main-d'œuvre. C'était pas... Oui, on le sait depuis les années 80 que notre courbe démographique est inversée. Puis oui, je l'ai répété, je pense, pendant 12 ans avant que ça se produise au Carrefour Jeunesse Emploi. On commençait à quasiment en douter. Mais c'est arrivé. Beau boulot, les économistes. Mais oui, c'est arrivé. Puis là, la tendance, graduellement, est en train de doucement s'inverser. C'est-à-dire, le taux de chômage commence à remonter au Canada puis au Québec. C'est pas étranger à tout ce qui se passe au sud de la frontière du Canada, évidemment. Mais il y a d'autres impacts aussi qui fait que le taux de chômage réaugmente doucement, notamment chez les plus jeunes et les personnes plus âgées, qui sont souvent les premiers touchés par un chômage plus élevé. OK. Donc, puis, dans le taux de chômage, tu sais, quand même, tu parlais des secteurs différents au Hochelaga puis chez nous. Il y a quand même une réalité aussi qui est différente dans le sens où j'ai l'impression que quelqu'un qui a une formation en travailleur forestier
a plus de chances de se trouver un emploi ici qu'à Hochelaga, mais vice-versa, si je suis ingénieur en énergie nucléaire, il y a peut-être peu de chances que je sois capable de me placer dans mon domaine ici. Donc, il y a aussi les caractéristiques géopolitiques aussi. Oui. Ouais. Oui. Nous, on appelle ça l'environnement socio-politico-économique. Bon, tu vois. Le SPE. Le On parlait SPE. tantôt, je l'ai peut-être même raté. Mais comment il se caractérise notre SPE chez nous? Nous, on est une région ressources. Ouais. On dépend beaucoup des ressources naturelles. Mm-hmm. C'est notre matière première, puis c'est ça souvent qui alimente les services. On sait qu'un emploi dans les matières premières, ça va créer généralement 4 à 5 emplois, ça va multiplier les emplois. Fait que nous, on est très touchés par ça. Quand l'industrie forestière va mal, on est directement affecté. On l'a vécu avec la fermeture des usines, notamment à Dolbeau, puis d'autres scieries aussi dans le secteur. On le sait que ça peut affecter beaucoup notre milieu. Pour ce qui est des emplois, les besoins sont rendus assez larges. Oui, il y a des secteurs qui ont plus de besoins. Il y a quelques secteurs qui sont un petit peu moins criants, mais on n'est quand même pas à une époque où on disait ça, il y en a trop, ça. On est moins là parce que les besoins sont beaucoup plus grands depuis quelques années. Les employeurs recherchent activement. Puis en même temps, on vit un gros défi de communication au niveau des employeurs et des chercheurs d'emploi. Parce que beaucoup d'affaires, beaucoup de choses de nos paramètres d'avantages sociaux, de comment on aborde le marché du travail, nous vient de des générations qui sont de plus en plus éloignées des nouvelles. OK. Je veux dire, tu sais, la grande première transformation, ça s'est fait dans les années 70, les premières revendications de travail, les premiers syndicats, les premiers avantages sociaux, le fait que que tu ne peux pas mettre quelqu'un à la porte sous le bon vouloir d'un employeur despotique. Tu sais, les normes du travail, il y a beaucoup de politique puis beaucoup de choses. Mais veut pas, en tout bien que ça l'a eu, parce que ça a protégé les travailleurs puis ça a amené des améliorations de conditions de travail. Mais on commence à trouver, notamment chez les plus jeunes, moins peut-être d'écho dans ce qu'on retrouve. Puis il faut peut-être tranquillement faire évoluer comment les jeunes abordent le marché du travail comme employeur pour être attrayant, aussi se mettre sur le même diapason parce que ce qui est recherché évolue. Puis c'est juste normal. Oui, puis dans notre réalité, je sais pas si je me trompe, mais tu sais, par exemple, si une usine ferme à Montréal puis qu'il se met 100 travailleurs dehors, c'est plate. Mais si ça arrive à Saint-Thomas-du-Dîne, le village peut fermer. Tu sais, on a des réalités économiques qui sont vachement différentes là, à ce niveau-là. Puis il n'y a pas si longtemps, là, mais ça date de quelques années, là, mais on voyait des statistiques qui démontraient encore que plus tu as d'éducation, plus tu risques d'avoir une situation, une bonne situation dans la vie. Est-ce que c'est vrai aussi chez nous? Parce que on sait, tu sais, il y a plein de jobs, c'est vraiment des bonnes jobs, qui n'ont pas nécessairement besoin de hautes études. Puis on sait que c'est compliqué aussi parce que tu es obligé de t'expatrier si tu veux faire des études extérieures. Est-ce que ça a encore un impact, le niveau d'éducation des gens, ou ça peut même devenir un frein parce que les gens sont surqualifiés, ou comment tu perçois ça? Je sais pas si ma question est claire ou est bonne. Très clair. Puis oui, ça a encore de l'impact, mais l'impact s'est amenuisé avec les années. J'ai pas les statistiques par cœur, mais mettons quelqu'un qui avait aucune formation professionnelle, formation collégiale, technique ou formation universitaire, on voyait que les salaires et le taux de chômage étaient diamétralement liés, on va dire, au niveau d'études, au nombre d'années d'études. C'est encore vrai, mais beaucoup moins. Le taux de chômage a vraiment diminué sur des formations qui sont de moins longue durée. Puis aussi, les salaires d'entrée, pas à long terme, mais les salaires d'entrée se sont rapprochés. Ce qui est quand même positif, mais que ça soit une formation qui est professionnelle, collégiale, universitaire, au-delà de tout mettre dans le même panier, il y a des formations professionnelles qui ont un taux d'emploi et des salaires extrêmement bons, et il y en a qu'universitaires, c'est pas du tout le cas. Le domaine impacte beaucoup, là, puis je pense que quand on voit tout ça, là, aussi toutes les possibilités maintenant qu'il y a, c'est très difficile de faire un choix. C'est très difficile d'assumer de faire un choix puis de dire, hey, je vais le garder pour 40 ans. Non, mais on est des générations où on aura plusieurs vies, j'ai l'impression, contrairement à avant où souvent on avait une job pour notre vie, là. Ben oui, tu sais, puis encore une fois, j'ai pas les chiffres exacts, mais si on reculerait de là, à peu près il y a 50 ans, ben les gens changeaient en moyenne 2 à 3 fois d'emploi dans leur vie. Maintenant, on est rendu, je pense qu'on a dépassé le 12 fois pour les nouvelles générations qui vont changer de travail ou même de lieu.
Le meilleur exemple, c'est le spécialiste des générations, Carole Alain, qui est une sommité dans la matière. Il disait, tu sais, avant, les gens vivaient dans 100 pieds carrés. Ouais. Tu sais, parce qu'il y avait une maison, le village, puis ils sortaient peu. Maintenant, les nouvelles générations, le terrain de jeu, c'est le monde. Oui. Donc, plus de mobilité, plus de possibilités de changer d'emploi, moins d'attachement. Donc, on peut pas aborder les choses de la même façon. Ouais. Oui. Je connais quelqu'un, d'ailleurs, personnellement, que ça fait 1 an et demi qu'il voyage autour du monde parce qu'il peut travailler avec son ordinateur de n'importe où dans le monde. C'est quand même un gros changement. Puis, je veux juste revenir sur l'éducation. Est-ce que quelqu'un qui a, mettons, aucun diplôme, qui a pas son diplôme d'études secondaires, là, qui a aucun diplôme, ça a encore un plus grand impact ou finalement, on a quand même beaucoup de besoins au niveau de tu sais, je ne sais pas moi, des jobs de commis ou de caissier qui a moins de besoin d'expertise? Ben, quand on n'a pas besoin de formation, les impacts, dans les dernières années, le taux d'emploi était bon. Aussi, les employeurs, comme il y avait moins de choix, ils ont augmenté les salaires. Il y a vraiment eu, des gestes là-dessus. Mais par contre, si le marché du travail se referme ou à moyen terme, les impacts est plus vulnérables. Tu sais, je vais prendre l'exemple, quand il y a eu la fermeture de l'usine à Dolbeau, qui était quelqu'un qui était journaliste en formation versus quelqu'un qui était mécanicien de machinerie fixe. C'était plus facile à replacer. Ben, après ça, on va dire où ils peuvent se replacer. C'est quoi l'impact immédiat sur ce qu'ils vont avoir comme pouvoir d'achat ou dans ce cas, ben, ils seront pas la même affaire. T'es plus vulnérable au changement professionnel. Okay. Et en même temps, ben, comme le chômage est parti en montant, ben, c'est les premiers touchés, ben, c'est généralement les personnes qui ont pas de ou peu de formation, malheureusement, tu sais. Ouais. Puis le coût de la vie, l'IPC dans les dernières années, peut-être en 3 dernières années, est à 14% au lieu de notre 6-7% habituel. Donc, oui, les salaires ont augmenté, mais le coût de la vie, se loger, se nourrir aussi, ça devient de plus en plus difficile de joindre les deux bouts. Donc, quand c'est des travails qui sont plus précaires, que tu es moins assuré d'avoir du temps plein, jumelé aux garderies, à l'école, ben tout ça fait que oui, ça crée beaucoup plus de précarité. Est-ce que je me trompe si aujourd'hui on cherche davantage un milieu de vie qu'un travail? Tu sais, tu parlais des garderies, là, tu sais, de pouvoir avoir accès à un travail proche de chez soi, un milieu de garde pour les enfants, ou tu sais, est-ce que ça compte davantage? Tu sais, avant, tu avais un travail, mon Dieu, écoute, c'est le comeback, on va là, puis on assume le reste. Aujourd'hui, je pense qu'on considère d'autres facteurs quand on décide peut-être de prendre sérieusement un emploi ou de s'installer à quelque part pour ça. Ben oui, puis les facteurs sont de plus en plus internes à l'emploi et externes à l'emploi. Mais tu sais, il faut pas mettre tout le monde, je sais pas. Non, c'est une grande généralité. On s'entend. Mais avant, on vivait pour notre travail. Maintenant, le travail fait partie intrinsèque de la vie de la personne. Donc, ce que la personne va chercher dans son travail, oui, c'est peut-être un salaire. Oui, elle a besoin de vivre, mais dépendant, on parlait, mettons, de jeunes qui peut être très mobile. Il y a peut-être pas il s'est peut-être pas hypothéqué une maison, un chalet. Mais sinon, il est peut-être très facile à bouger. Ouais. Donc, ce qu'il va plus rechercher, ça peut être impliqué, avoir de l'impact. Il peut faire un choix d'où il va travailler par ses propres valeurs aussi. Oui, sentir qu'il est valorisé, qu'il s'accomplit dans son travail ou dans son milieu de vie. Ouais. Tu sais. Où on voit des jeunes dire « je ne travaillerai pas là, ça correspond pas à mes valeurs ». Mm-hmm. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait peu ou qu'on ne voyait pas. Puis souvent, ben, on contamine les générations aussi. Ça monte. On dit, ben pourquoi pas moi? Pour moi aussi, fait que ça remonte un petit peu, ces choix-là. Et oui, le milieu de vie a beaucoup d'impact. C'est pour ça aussi que généralement, quand il y en a qui décident de revenir en région, c'est souvent là où vient l'enjeu du temps des enfants, de l'achat de la première maison, qui on trouve ça salé de plus en plus dans notre propre milieu, mais à Montréal, sur Pile, une maison est rendue à 800-900 $. Donc, puis là, ben, les garderies, tu as peut-être 1 heure, tu arrives à 6 heures le soir. Tu sais, il y a des enjeux, là, peut-être, là, je prends l'exemple extrême, mais c'est souvent là que il y en a qui vont essayer de se retrouver des milieux de vie qui correspondent vraiment à ce qu'ils aspirent parce que le travail les emmène d'un tourbillon qui veulent pas que leur vie enfile tout pour le travail, là, même si le travail est intéressant. Ouais. Comment t'abordes un jeune qui arrive, là? Tu sais, lui, là, il a 16 ans, ou peut-être qu'il est un peu plus vieux, il est chanceux, il a fini ses études. Ouais.
À quoi on pense pas quand on veut se lancer sur le marché du travail? Tu sais, je veux dire, probablement qu'il y a des jeunes qui arrivent chez vous, vous leur posez des questions, puis ils font, j'ai jamais réfléchi à ça. À quoi on devrait penser avant de se dire, pour faire nos choix, tu sais? Je sais pas si Oui, puis nous, des fois, on va être, des fois, ça peut être un besoin qui est très ponctuel ou besoin d'un outil. Exemple, j'ai besoin d'une liste d'entreprises plus précise, je vais finir mon CV, j'ai besoin de me pratiquer en entrevue parce que je sens que le poste va être convoité, puis je suis pas à l'aise en entrevue, ou je crois être à l'aise, mais j'ai jamais mes jobs quand je passe une entrevue. Donc, il y a peut-être un petit filon. Mais au-delà de ça, c'est que souvent, on prend pas le temps de faire de bilan professionnel. Quand je veux dire par bilan, c'est quoi que je veux dans la vie? De se poser avant de faire un choix. Parce que souvent, on peut aller porter des CV, cogner à des portes, saisir des opportunités, mais sans prendre le recul de se dire, mais qu'est-ce que je veux réellement? Je veux être où, moi, dans 20 ans? Je veux, puis 20 ans, c'est même... Tu sais, c'est qu'est-ce que j'ai besoin là? Je veux-tu travailler de soir? Je veux-tu une job? Qu'est-ce qui me correspond? C'est le salaire qui est important? C'est-tu les congés? Il y a beaucoup de facteurs, puis ça, c'est selon chacun, là. C'est l'adéquation entre ce qu'on cherche et ce qu'on va faire comme démarche. Parce que c'est beaucoup plus pratique d'aller à 5 endroits on pense qu'on a visé quelque chose de juste que aller en série n'importe où puis faire de l'essai-erreur. Parce que l'essai-erreur aussi, c'est décourageant. Ça amène des pertes de confiance envers le marché du travail. Puis on peut sentir que on n'a pas notre place. Et ce qu'on voit régulièrement au Carrefour Jeunesse Emploi, c'est des gens qui veulent retourner aux études, qui disent hey, j'aime pas le domaine que j'ai étudié. Puis au final, de se rendre compte que c'était rien que les milieux de travail qui n'étaient pas ce qu'ils recherchaient. Ils ont changé de milieu de travail, puis finalement, ils aiment ce qu'ils ont étudié. Mais ça veut pas dire que tu as étudié, je donne un exemple, je vais prendre le travail social parce que c'est le premier qui vient. Ça veut pas dire que tu aimes travailler dans un Carrefour Jeunesse Emploi, que tu aimerais travailler dans tout ce qui est travailleur social. Au centre de prévention du suicide, mettons. Exactement. Et vice-versa. Donc, des fois, trouver sa voie dans le marché professionnel, ça amène des bilans, des réflexions. Puis des fois, faut rechoisir ce qu'on fait pour notre profession. Ouais, comment on deal avec ça, excusez l'anglicisme, mais le fait de dire, bon, là, j'ai pas le choix, je vais prendre cet emploi-là. Mais je le sais que je veux pas rester là. Donc, comment on aborde ça? Est-ce qu'on se dit, bon, allons chercher le plus d'outils. Qu'est-ce qui va me servir ailleurs que je peux venir chercher ici? Comment je m'implique que ça va peut-être bonifier mon CV ou je vais... Tu sais, comment on appréhende ça, cet emploi de transition en se disant, c'est pas ce que je veux, mais là, je l'ai pas ce que je veux, là. Tu sais, ça existe, ça aussi? Ça existe souvent. Et quand on parle justement d'emploi non qualifié, c'est souvent ça. Des fois, c'est impossible de trouver un emploi. Mais est-ce que c'est l'emploi qui va pleinement te satisfaire, qui va t'emmener l'épanouissement que tu veux? Parce que tu n'as pas tout le temps. C'est correct, quelqu'un qui a dit, moi, je choisis de travailler, peu importe le domaine. Mais si tu le fais pas par choix, mais parce que tu n'as pas été, mettons, suivre la formation que tu voulais, ça se peut que tu aies plus de misère à te sentir heureux. Fait que, quand tu es dans cet emploi-là, c'est correct parce que des fois, c'est pécunier, il faut vivre dans oui, mais ça t'empêche pas de faire une réflexion. Ça t'empêche pas de progresser. Puis, il n'y a pas de plus belle recherche d'emploi que quand tu es déjà en emploi parce que tu sens pas la pression financière. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, tu dis non, je suis pas sur mon... souvent, je dis, je suis pas sur mon X. Je sens que je suis pas sur mon X. Je vais essayer de le trouver. Mais si on reste là, avec le malaise, puis on n'entame pas de réflexion, on n'entame pas de processus, de démarche, on n'avancera pas. Puis, souvent, notre entourage immédiat, nous connaissent beaucoup. C'est pas des professionnels en employabilité. Donc, la limitation qui peuvent nous emmener dans notre réflexion sont teintées par les lunettes, leurs propres lunettes aussi. Donc, l'aide qu'on peut avoir immédiatement peut être bonne, mais des fois, on arrive vite au bout des ressources qu'on a. Donc, c'est là que peuvent venir nous voir, que ce soit pour les outils ou la connaissance de soi ou d'une démarche de retour aux études, peut aller à un stage de validation. Pour dire, je voulais y aller, là. C'est une bonne idée de dire, moi, là, je rêve de travailler, là, je veux pas nommer d'entreprise, là, mais moi, mon rêve, c'est de travailler là. Finalement, tu accomplis ton rêve, puis là, tu arrives là, puis tu fais, c'est pas ce que je voulais. Donc, l'idée de peut-être aller voir, de poser des questions, de faire un stage pour comprendre c'est quoi le métier exactement, parce que des fois, je veux dire, on n'a peut-être pas cette perception-là. Là. Non, effectivement, puis ça arrive souvent. C'est bien d'aller le valider avant d'aller pousser des démarches d'études qui vont
t'a coûté cher en énergie, en temps, en argent, personne n'a de boule de cristal, mais ça peut être bien de le savoir. Puis aussi un autre phénomène qu'on voit, ça peut être des gens qui travaillent à un endroit depuis longtemps, puis que le milieu ou la job s'est transformé. Puis c'est plus ce que tu avais choisi initialement. Mm-hmm. Donc, ça aussi, ça peut amener des remises en question. Puis ça peut amener de dire, c'est peut-être, j'étais sur mon X, mais je le suis plus. Parce que, le marché, mon emploi a évolué, j'ai eu tellement des nouvelles tâches, la réalité de mon travail est tellement plus la même que, je l'aime plus, ou moi-même, j'ai évolué, ou ma situation a changé. Donc, c'est pas bon d'être en constant bilan professionnel parce que ça peut devenir aliénant. Une fois de temps en temps, quand on sent qu'on sent pas notre place, on sent un malaise, on sent pas qu'on est heureux d'aller travailler le lundi, ça peut être bien d'entamer cette réflexion-là. Est-ce que c'est une bonne idée de conserver un emploi où on n'est pas nécessairement heureux, mais que les conditions font qu'on a une belle vie en dehors de notre travail? Comprends-tu? Oui. Tu sais qu'on passe notre 40 heures semaine à avoir hâte aux vacances, mais finalement, tu sais, les congés, le salaire, les affaires, ça fait quand même notre affaire. Ça prend quand même une certaine résilience pour accepter ces situations-là où finalement, parce que j'imagine que des fois, on veut changer pour mieux, mais est-ce qu'on est prêt à prendre le risque? Parce qu'il y a d'autres choses aussi qui viennent avec ça. Je sais pas si... Qui choisit prend pire. Ouais. Oui, je dirais que ça dépend, tu sais, dépendant de la personne où elle est. Si à 35 ans, tu commences déjà à calculer les petits X sur ton calendrier, ta retraite est quand, c'est peut-être grave. Mais tu sais, je caricature, mais si quelqu'un dans son travail, mais on en connaît tous, hein. Puis si quelqu'un dans son travail, il s'accomplit pas, mais il s'accomplit ailleurs. Ouais. Ça se peut que dans son travail, sans dire qu'il est parfaitement, encore une fois sur son X, parfaitement heureux, il va aller chercher des choses ailleurs pour, puis ça va bien nourrir ce qui lui manque. Parce qu'un travail n'a quand même pas la responsabilité d'être à ton épanouissement à 100%. Ouais, c'est ça. Des fois, il faut aller en chercher ailleurs, mais si tu sens que ça ne te comble pas, puis le reste de ta vie, ça nuit, et finalement, ton 40 heures semaine te pèse. Ça dépend tout le temps du degré, mais oui, ça peut être bon d'entamer une réflexion. Après ça, ça dépend du choix. Il y en a qu'au niveau des valeurs financières, ils ont une stabilité qui va faire qu'ils vont choisir de rester, puis c'est un choix qui est personnel, puis il y en a qui vont dire je ne fais pas ça, tu sais. C'est un phénomène que les grandes usines ne vivaient pas avant. Ouais. Des jeunes ou des gens qui quittent parce qu'ils disaient le nombre de semaines de vacances, les assurances, le fonds de pension et le salaire fait que les gens sont un peu prisonniers de ce package deal-là. Ils ne quittent pas. Mais de plus en plus, on se rend compte que ça ne suffit pas. On le voit dans l'enseignement, entre autres. C'est ça. Les gens ont des belles conditions, mais il y en a quand même beaucoup qui quittent. Là. C'est ça. Puis c'est pas que ça ne suffit pas. C'est qu'est-ce qui est... Le problème est parfois ailleurs que dans tout ça. Ouais. C'est injecter de l'argent, on n'injecte pas de bonheur au travail. Donc, des fois, c'est d'aller le trouver ailleurs. Est-ce que les gens, c'est dans les conditions? Est-ce qu'ils sont assez consultés? Sont-ils partie prenante de leur travail? Ils sentent-tu? Ça peut être beaucoup de choses. Mais qu'on voit une tendance générale, effectivement, un employeur à se questionner. Dans la mesure du possible, qu'est-ce qu'il peut faire. Ouais, c'est ça. Allons du côté de l'employeur, parce que lui aussi, il vit une réalité. Oui. Il veut garder son monde, parce que chaque personne qui part, c'est une expertise qui part. Ouais. Puis là, il est obligé de reformer, puis ça demande du temps, de l'énergie, etc. Puis la personne, elle faisait peut-être bien. Comment on peut, comme employeur, s'assurer que nos employés puissent s'accomplir dans le travail, tu sais, qu'il y ait un sentiment d'accomplissement, tu sais, dans le sens, je sais pas, des promotions, tu sais, je sais pas comment on peut réfléchir ça comme employeur par rapport aux nouvelles réalités du marché du travail. Moi, je pense c'est de pas se décourager, de pas être cynique, Okay. et d'avoir des attentes réalistes. Tu sais, si un employeur dit encore, quand j'engage quelqu'un, je veux qu'il reste pour les 30 prochaines années, c'est peut-être ses attentes qui sont à redéfinir. Ouais. Parce que si c'est ça son objectif, c'est sûr qu'il va être déçu. C'est comme si quelqu'un va sur un terrain de golf puis son objectif c'était de faire des trous d'un coup. Ça se peut qu'il reparte en cassant son bâton sur un arbre. Mais c'est un petit peu ça. Donc, il y a tout ça. Puis c'est qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui me démarque? C'est quoi mes valeurs d'entreprise? Est-ce que je les habite? Puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne resterait chez nous? Parce que tout le monde ne restera pas. Non. Mais il y en a que ça va être le bon target. Fait que, à un moment donné, ces gens-là, mais qui passent, on va les capter puis on va pouvoir les garder à moyen long terme.
Mais on peut pas avoir des valeurs ou des conditions, des affaires au niveau du travail qui va plaire à 100% de la population. Non. C'est impossible. Mais si c'est 1 à 5% puis que tu as tout le temps du roulement, ben, il faut que tu te remettes en question. Puis, tu manques peut-être d'écoute envers ton corps employé. Là. Ben, c'est ça. Puis ne pas se laisser tomber par le cynisme de aujourd'hui et les jeunes. Parce que, tu sais, c'est un discours qui est éculé. Tu sais, ça, dans Romantique, ça chialait contre les jeunes qui voulaient plus travailler. Donc, ce discours-là, tu sais, moi, dans notre réseau des Carrefour Jeunesse Emploi, une fois, ils nous avaient sorti des articles qui parlaient de la situation des jeunes, des employeurs qui critiquaient les jeunes. Okay. Puis après ça, ils nous ont montré les dates. 1953, 1964, 1975, 1988. Bref, c'est le même discours qui habite les gens de chaque époque en termes de choc générationnel, de se coller à ce que les jeunes veulent, puis plus qu'on a des écarts entre les générations, ben plus que c'est difficile de se coller sur comment l'autre génération perçoit les choses. T'sais. Ouais, puis est-ce que ce choc, là je veux aller vers la technologie tranquillement, mais est-ce que ce choc générationnel-là est pas aussi augmenté par le fait que aujourd'hui on a beaucoup de la transformation numérique, les ordinateurs, la robotisation, donc le travail se fait différemment. Puis souvent, ben, les plus jeunes vont peut-être être plus à l'aise avec les ordinateurs, avec les logiciels. Peut-être que c'est un préjugé, là. Je sais pas, je te lance ça. Ce qui fait que ça peut peut-être mettre de la pression sur les plus vieux qui sentent qu'ils sont désuets dans l'entreprise. Je sais pas comment. Ben, ça peut amener ça. Ça peut amener aussi plein d'autres défis. Ça peut amener des fois un nouveau regard et des façons de faire différentes. Est-ce que cette façon de faire-là, différente de vouloir s'impliquer, va rencontrer de la résistance ou ça a toujours marché de même. Ouais. Ou ça va demander de l'ouverture, puis on parle pas de changer des processus qui sont à court terme ou tout ça, mais tu sais, la fermeture puis la perte du dialogue crée un désengagement envers son milieu, envers son emploi. Donc, ben, quand les gens se désengagent, ben, ils commencent à regarder ailleurs. Donc, ben oui, tandis que s'ils sont fiers de leur entreprise puis qu'ils sentent qu'ils portent quelque chose, ils participent. Ouais. Et ça, puis des fois, c'est de pas tout changer. C'est pas le changer, mais des fois, c'est d'écouter ou prendre le temps de l'expliquer pourquoi puis de trouver le compromis. Ça peut être, il y a plus de temps à mettre probablement dans les ressources humaines que peut-être qu'à une certaine époque ou une vision à tout le moins qui est différente sur ça. Il y a une époque où dans certains genres d'entreprises, les ressources humaines étaient considérées comme de la perte de temps et de la perte d'argent. Aujourd'hui, c'est essentiel, je pense. On réalise qu'on travaille avec des humains puis que leur bonheur... Je veux dire, si tu as des employés heureux, clairement, tu penses que ton entreprise va fonctionner mieux, là? Ben, ça va fonctionner mieux, ça va emmener plus d'entraide, ça va emmener aussi des gens motivés. Oui. Puis il y a rien la joie au travail, là, plus travailler qu'être motivé. Ouais. Donc c'est ça. Puis tu sais, je pense que de plus en plus les cadres rigides, peut-être les structures hiérarchiques très pyramidales fonctionnent peut-être un petit peu moins bien. De là peut-être l'incompréhension, le choc on va dire qui peut survenir, mais je pense c'est pas de tout changer, tout adapter, mais c'est d'être à l'écoute. Je crois, puis d'essayer de trouver c'est jusqu'où qu'on peut changer, jusqu'où qu'on peut emmener l'équipe, ça se fait pas sur du court terme, mais encore une fois, quand on lance la serviette puis on jette la faute sur l'autre, ben ça avance pas. C'est de pas prendre ses responsabilités parce que chaque personne peut être un acteur de changement, surtout un employeur. Donc, mais en même temps, c'est une réalité qui est avec tout ce qu'il y a, les nouvelles lois, les nouvelles normes, les difficultés d'embauche, le secteur, ce qui se passe aux États-Unis, qu'il y en a qui sont très impactés, ben, on s'entend que les employeurs sont très sollicités, ils en ont beaucoup à gérer, puis c'est très anxiogène. Des fois, juste de dire, ben, j'aurais des gens, je voudrais faire de la rétention, j'ai pas de logement pour eux autres, ou j'ai pas, tu sais, ça devient complexe à plein de niveaux, là. Oui, tu sais, on en parle, mais c'est pas de taper sa tête des employeurs. Non. Ils ont des défis qui sont vraiment nombreux actuellement, là. Mais, puis en même temps, jongler avec tout ça, c'est dur d'être habile et d'être excellent en tout. Un employeur, des fois, on sait qu'il soit excellent en ressources humaines, en comptabilité, en gestion. Ouais, on s'attend des fois autant. Qu'il soit l'expert de son produit ou de son domaine. Donc, ils ont beaucoup de chapeaux à porter, donc c'est quand même pas facile, là. Donc, c'est des changements qui s'opèrent, mais moi, je pense que c'est minimalement d'avoir l'ouverture d'essayer de vouloir changer les choses puis de les adapter quand on sent
qu'on a de la difficulté là, à trouver les problèmes. OK, Michel, je t'arrête. On va prendre une petite pause. Parfait. Merci d'être là. Restez avec nous. C'est vraiment intéressant. On revient et on discute des modifications dans le marché du travail avec Michel Lemieux. À tout de suite. Porte ouverte sur le lac, c'est aider ceux qui choisissent de prendre un nouveau départ. Ici, un lac Saint-Jean. Porte ouverte sur le lac, c'est être présent. Dès mon arrivée. Nous jouons un rôle de premier plan dans l'accompagnement et le suivi des personnes immigrantes et leurs familles dans leur démarche d'accueil et d'installation. Porte ouverte sur le lac, c'est faciliter l'insertion au marché du travail. C'est un métier qui me passionne. Nous accompagnons les personnes immigrantes dans leur démarche de recherche, d'intégration et de maintien en emploi. Porte ouverte sur le lac, c'est favoriser l'accès Au service de santé. Et à l'éducation. Nous informons, accompagnons et soutenons les personnes immigrantes et leurs familles dans l'accès aux services de santé et d'éducation disponibles. Porte ouverte sur le lac, c'est créer des liens Qui encourage la diversité. Nous facilitons des relations amicales entre les personnes immigrantes et les personnes du territoire d'accueil. Porte ouverte sur le lac, c'est encourager les jeunes provenant de l'extérieur de la région. À s'établir durablement au lac. Nous favorisons l'attraction et l'établissement des jeunes adultes dans leur nouveau milieu de vie. Porte ouverte sur le lac, c'est construire des ponts. Pour mieux vivre ensemble. Nous organisons une variété d'activités d'intégration qui permettent des rencontres entre les personnes immigrantes et la communauté d'accueil. Porte ouverte sur le lac. Yazunu Nemam. للاستقرار هنا. Con perspectiva a futuro. Porte ouverte sur le lac. À vos côtés pour réussir une intégration durable. On est de retour à Échangeurs Turcotte. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on parle des nouvelles réalités du marché du travail avec Michel Lemieux, qui est directeur du Carrefour Jeunesse Emploi Maria-Chapdelaine. Aujourd'hui, la réalité a changé aussi pour les jeunes. Tu sais, dans mon temps, quand tu avais une job, t'es comme attaché. C'est comme si on se faisait confiance. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les jeunes ont des attentes, ils veulent des choses. Puis si ça fait pas leur affaire, ils vont partir. Parce qu'ils vont trouver ailleurs. Parce que maintenant, justement, le marché du travail a changé. Puis souvent, on va percevoir ces jeunes-là, des fois, comme des lâches ou comme des gens qui veulent pas travailler. Mais comment on réjouit? Tu sais, moi, je pense là-dedans, il y a personne qui a la vérité. Mais comment on réussit à relier, tu sais, à faire de la reliance entre, justement, ces employeurs-là qui offrent pas nécessairement tout ce qu'ils veulent, puis les jeunes qui sont peut-être plus en position de décider maintenant? C'est sûr que les nouvelles générations, le marché du travail ou un parcours, une vie professionnelle plutôt, est beaucoup moins linéaire. Ouais.
Tu sais, c'est moins je vais travailler une plage, je vais rester longtemps, j'habite à un endroit, je vais rester à cet endroit-là toute ma vie. Toute cette réalité-là est quand même est différente. Puis ça s'est pas fait un jour. Tu sais, on va dire c'est une flèche qui est devenue de plus en plus tordue comme parcours à travers le temps. Là. Puis la réalité de dire je peux changer d'emploi, c'est la réalité du marché du travail. Si le taux de chômage serait à 28%, probablement que même si c'est des jeunes, ça serait pas la même réalité. Et nous, quand on était plus jeunes, on aurait eu tout le monde qui veut nous embaucher. Probablement qu'on n'aurait pas déployé les mêmes efforts. On n'aurait pas eu peur à nos jobs de la même façon parce qu'on savait que quand on en avait une, si on la quittait, on n'en trouvait pas nécessairement un autre avec aisance. Fait que c'est sûr que ça avait de l'impact sur comment on l'abordait puis ce qu'on était prêt à accepter. Aussi. Puis jusqu'à un certain point, c'est une bonne chose, tu sais, au niveau de la communication, au niveau de ce que les jeunes sont prêts à accepter, à se faire dire, à tolérer aussi. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont toléré des situations intolérables. On parle je parle aux femmes. C'est ça, je pense aux femmes, entre autres. Aux femmes, puis à tout ce que les gens peuvent vivre en milieu de travail, qui sont fait dire, puis que ils ont resté là malgré tout, je pense que le respect et la communication est vraiment différent pour ce que les gens sont prêts à accepter. Et je veux dire, demander à ce qu'un employeur nous traite avec respect et bienveillance, je pense pas que ça soit nécessairement anormal. Non, ça c'est normal. C'est ça. Mais tu sais, oui, les critères peuvent avoir changé, puis les employeurs n'ont plus, on parlait tantôt, tu sais, se positionner, mais tu ne peux pas tout combler. Quelqu'un qui dit je décide d'aller faire le tour de l'Australie, c'est le trip de ma vie, tu peux pas lutter contre ça. Sauf qu'avant, c'est des choses que les gens faisaient moins, ils restaient très attachés à leur emploi, puis leur emploi prenait une place très importante dans leur vie. Peut-être que maintenant, ça a changé la relation avec le travail. Ça compte moins tous les besoins d'une vie, puis c'est pour ça qu'il y en a qui veulent plus travailler 80 heures, puis qui veulent travailler 30 heures, tu sais, des choix de temps partiel, ce qu'on ne voyait pas à une époque, mais maintenant, c'est des choix qui sont faits pour dire, moi, je préfère avoir plus de temps famille, ou j'ai un autre projet à côté, puis je veux m'accomplir dans cet autre projet-là aussi. Donc, c'est des réalités qui sont différentes, puis il faut avoir cette ouverture-là, ou en tout cas, c'est la réalité. Fait non, puis c'est vrai, moi je connais personnellement quelqu'un qui a fait le choix du temps, qui se maintient sous le seuil de la pauvreté volontairement, mais qui a appris à coudre, à construire des affaires, qui fait tout lui-même, qui fait du truck, mais mais il a le temps de le faire, tu sais. Moi, je n'ai pas le temps, je suis en train de travailler ou de faire d'autres choses. Puis même dans les mouvances qu'on voit, là, le mouvement FIRE, ceux qui travaillent très fort, qui amassent le plus de richesse possible pour dire, après ça, je veux me donner le choix de faire ce que je veux. On voit des jeunes retraités de 38 ans qui ont décidé de vivre très simplement. Là, tu sais, c'est des exemples qui sont où tout ce que Pierre-Yves McSween en as-tu besoin et tous les livres qui touchent sur un petit peu sur les valeurs économiques, ça aussi, ça amène des changements parce que quand tu es moins prisonnier de l'économie, quand tu as plus de flexibilité, tu as beaucoup plus de pouvoir, en fait, sur ton marché professionnel. Quelqu'un qui a 800 000 de dettes puis qui a plein d'avoirs, c'est sûr que c'est dur de dire je vais aller choisir un travail de moins travailler ou un salaire plus bas, mais pour des raisons de qualité de vie. Tu deviens un peu prisonnier de ton rythme de vie qui est très associé, encore une fois, je ne veux pas généraliser, mais à la génération X, à la génération Y jusqu'à un certain point aussi, mais qui s'amenuisent avec le temps. Donc, je connais pas beaucoup de gens de 40 ans qui pourraient il aurait dit, j'aurais pu prendre ma retraite à 35. Non. C'est pas quelque chose qu'on voyait, en tout cas, moi, de ma génération, c'est pas quelque chose que les gens faisaient, mais on voit que c'est des mouvements qui gagnent en popularité, qui prennent toutes sortes de variations. Donc, les gens, l'emploi, ils ne voient plus l'emploi comme une manière absolue nécessairement de s'accomplir. On le voyait beaucoup avec des générations encore plus anciennes, quasiment nos grands-parents ou arrière-grands-parents, qu'on disait quand ils ont fini, ils n'arrêteront jamais de travailler. Parce que s'ils arrêtent de travailler, ils sont assis et ils ne savent pas quoi faire. On ne les a pas appris à s'amuser, on ne les a pas appris à s'épanouir d'autres façons que par le travail. Mais là, il y a vraiment un volte-face que c'est pas que par l'emploi.
Puis, ça devient des fois peut-être trop aussi de l'autre côté, là. Je sais pas. Je pense que ça dépend de chaque personne. Là. Ça dépend de chaque personne, mais oui, peut-être que ça va avoir ça a des conséquences parce que quand t'es sur un marché de l'emploi, que tu as besoin de beaucoup plus d'heures pour engager, produire puis faire croître ton entreprise, mais que plus personne veut t'en donner. Ouais. On voit ça dans le système de santé, puis puis des fois, je parle à des gens qui disent « Ah, mais les médecins ils veulent plus travailler. » Mais ils sont obligés de faire 90 heures semaine. Ça vient-tu avec les études de signer ça? Ils ont le droit de pas vouloir donner ce temps-là, mais en même temps, ça a des conséquences. Puis là, j'ai pris les médecins. Oui. C'est un exemple facile parce qu'on en entend beaucoup parler, mais c'est applicable à peu près toutes les professions puis toutes les couches de notre société, tu sais. Oui, mais moi, je vois dans mon rôle, je pourrais juste donner des cours. Mais je fais pas ça. Je donne des cours, j'ai des projets, j'ai de la recherche, j'ai, des activités, mais ça, c'est mon choix personnel à l'intérieur. Fait que je pense que les gens s'accomplissent différemment à l'intérieur de ça. Puis l'accomplissement va aller dans le tout. Et non pas dans qu'un seul lieu. Puis de dire, j'accorde pas d'horaire flexible, j'accorde pas d'horaire variable, il faut que tu travailles 45 heures semaine. Tu risques de perdre aussi la personne parce que tu lui donnes pas la chance de pouvoir s'épanouir ailleurs. Tu peux y couper les ailes. Oui, puis si la personne, elle, c'est pas dans l'entreprise qu'elle a le goût de s'accomplir, mais dans ses loisirs, ou dans son sport, ou dans peu importe quoi, dans sa famille. Elle va chercher une partie, mais elle a besoin de l'autre partie aussi. C'est de jumeler ça aussi. Puis comment, mettons, t'es un jeune, comment y a-tu des tests ou quelque chose pour essayer de déterminer, moi, là, c'est quoi que j'ai réellement besoin? J'ai-tu besoin de m'accomplir dans mon travail? C'est-tu des conditions de travail que je veux? C'est-tu un salaire? C'est quoi ma priorité? Parce que ça peut tout être des priorités, mais veut pas, ils vont être différents. Puis il y a des choses, des fois, qui vont moins nous affecter. Comment on fait pour apprendre à se connaître via le marché du travail? Est-ce que vous pouvez nous aider là-dessus? Oui, on peut supporter les jeunes et moins jeunes. Parce que, oui, des fois, les jeunes, c'est tous des questionnements nouveaux. Mais aussi, chez les moins jeunes, ça peut être, comme je disais, les paradigmes où la vie peut avoir changé, là. Quelqu'un peut être dans vingtaine, puis à trentaine, soudainement, il est rendu avec 3 enfants. Puis il ne veut plus la même vie qu'à 20 ans, puis c'est bien correct, ou à 40 ou à 50, etc. Donc, oui, on va accompagner la personne. Nous, c'est des démarches personnalisées. Oui, on peut faire... il y a plusieurs profils, il y a plusieurs, au niveau des valeurs au marché du travail, on a plusieurs questionnaires d'autoréflexion, de support, ou aussi avec nous, on a une conseillère en orientation qui peut aussi supporter, ou quand on est plus jeune, on a accès à une conseillère en orientation aussi dans les écoles. Mais pour des personnes, des fois, de 35 ans, on n'est plus dans le système scolaire, c'est dur d'avoir accès. Sinon que par le privé, et là, il y a des coûts. Fait que nous, on peut parfois supporter aussi là-dedans. Oui, puis des fois, il y a des enjeux. Je me rappellerai toujours, moi, mon conseiller en orientation, secondaire 2, on a fait des tests, puis quand le papier est sorti, on me disait qu'il fallait que je devienne un clown. J'ai fait un peu le saut. Mais là, je comprends. Je pense que c'est vrai. Tu sais, puis faire un petit test, que ça soit un RIASEC, tout ça, il faut que ça vienne avec une démarche. Puis des fois, puis tu sais, les conseillers en orientation, tout le monde est humain. Quand faut répondre à 800 personnes en même temps, on peut pas faire 800 démarches personnalisées, individualisées. Non, puis souvent dans ces affaires-là, tu sais, satisfait, très satisfait un peu, tu sais, des fois la limite entre ce que je pense puis la vérité peut être changée un peu, ça que ça peut avoir des incidences sur mes résultats, là. Et chez un très jeune, c'est encore plus dur. Oui. Parce que là, il faut que tu te projettes d'un avenir que tu ne connais pas. Plus que tu es jeune, moins que tu as, on va dire, de maturité, moins que tu as d'expérience de vie et d'expérience de travail, tu as moins de choses sur quoi te baser. Puis c'est pour ça que même chez les jeunes, nous, on développe des projets, on développe toutes sortes d'expériences, de stages, parce que c'est par là, c'est par toutes tes implications, tes stages, que tu fais ce que tu apprends à aimer et ne pas aimer. Parce que ce que t'aimes pas est aussi important que ce que t'aimes, dans le fond. En fait, ça te définit autant, hein? Oui. Tu sais, c'est très facile de dire, j'aime ça, je vais aller travailler là-dedans, mais c'est bien de savoir ce qu'on n'aime pas non plus pour essayer d'éviter des milieux de travail ou des choses qui vont amener ça. Que même si t'aimes ton travail, s'il y a plein de choses qui te gossent dans ton milieu, tu seras pas plus heureux. Exactement. Là, tu sais, ça s'applique peut-être pas, je sais pas par cœur, mais je donne tout le temps l'exemple. Quelqu'un que son profil, tout pointe vers être un policier, par exemple, mais que dans ses critères de vie, sa famille est ici, il veut rester ici. Puis c'est quelqu'un que ce qui est important pour lui, c'est d'avoir une stabilité, de travailler de jour. Là, tu te dis, écoute, tu as vraiment un beau profil, tout pointe vers policier, mais s'il n'y a pas d'emploi ici, mettons le marché est plus fermé. Si la réalité de quelqu'un qui fait cet emploi-là, c'est
telle affaire. Ouais, les fins de Ben, semaine, ça des se peut soirs, que des ça nuits, t'attire puis t'aimes ça. Mais par contre, est-ce que tout ce qui vient avec, t'aimes-tu assez ça pour avoir tout ce qui vient avec? Ouais. Tu sais, c'est un exemple, mais toutes les professions se soupèsent de cette façon-là. Des fois, il y en a qui peuvent rêver de faire de quoi, mais tu te dis, ben, c'est une job saisonnière, puis ça vient qu'un salaire qui risque d'osciller entre X et Y. Ouais. Est-ce que tu te satisfais de ça? Ben, c'est le même genre de questions. Fait que, il y a toute une démarche à faire entre j'ai envie de faire ça, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse comme démarche scolaire? Je suis prêt à le faire? J'ai-tu la possibilité de le faire? Et surtout, rendu sur le marché du travail, ça va se traduire comment, cette profession-là? Fait que nous, c'est dans toutes les étapes de réflexion, c'est des démarches qui sont hyper personnalisées qu'on offre aux personnes qui prennent la peine de dire je veux un rendez-vous avec un conseiller ou une conseillère en emploi. Là. OK. Le jeune qui arrive chez vous, là, comment ça se passe? Le jeune ou le vieux, là? Le jeune vieux, le vieux jeune. Là, il arrive chez vous, là, je cogne à la porte. Bonjour, là, moi, je suis perdu, là. Tu sais, comment, c'est quoi les étapes que quelqu'un devrait suivre? Ou comment vous appréhendez ça, votre chemin d'accompagnement de la personne, là, de A à Z avec toutes les étapes, là, mais tu comprends un peu où elle va aller? Oui, puis ben nous, on peut communiquer avec nous, que ce soit par Messenger, par téléphone, venir en personne. Et vos bureaux sont toujours... Oui, ils sont pas loin du centre commercial. Il y a Coder, Inou au 2e étage, puis Semo. Juste en bas, derrière la bibliothèque, sa rue des Érables. J'ai tout le temps de la misère à situer. Non, mais c'est on a des grosses pancartes écrites CGA des bleuets lumineuses. Ouais, là, moi, j'allais dire en dessous du 3 navires. Du 3 navires? Parce que dans le temps, c'était là. En haut de l'ancien Salvatore ou du Subway. C'est nos indicateurs qui trahissent l'âge. Mais oui, toutes ces méthodes-là sont bonnes, c'est de prendre un rendez-vous. Ouais. Parce que la personne, on va prendre le temps de rencontrer la personne, puis souvent, quelqu'un qui arrive avec une demande très rapide, ben ça se peut qu'on ait quelqu'un disponible, mais ça, on n'a jamais de garantie. Fait qu'on va faire une première rencontre. C'est une rencontre, puis toutes nos rencontres sont totalement confidentielles. Ça, c'est important de le dire. Les personnes, il y en a qui ont des emplois, ils veulent pas que l'employeur le sache. Ce qui est dans le bureau, nous, on a un souci, on a une éthique de travail qui est très importante, puis le souci de la confidentialité est là. Il va y avoir une première rencontre, il va être un petit peu l'évaluation des besoins. Comment on peut t'aider? Qu'est-ce que tu es venu chercher? Puis des fois, les personnes peuvent être prêtes à faire une partie de la démarche là, mais ils peuvent revenir aussi. Tu sais, une démarche, une réflexion, il y en a qu'on a accompagné, qui l'ont fait sur plusieurs années, sont venus, étaient chercheurs d'emploi, puis tranquillement, ils l'ont bâti avant de trouver ce qu'ils cherchent. Donc, puis vous, votre rôle aussi, c'est si moi j'arrive et dire, moi, ce que je recherche, c'est telle affaire. Ouais, mais as-tu pensé, tu sais, vous connaissez assez ça pour élargir ses horizons puis permettre aussi de faire, de bonifier sa réflexion, j'imagine? Oui, bonifier la réflexion. Ou est-ce que tu aimerais aller faire un stage d'observation? Est-ce que tu aimerais aller faire, tu sais on peut proposer, tu sais qu'il existe des étudiants d'un jour. Tu peux aller aussi vivre un étudiant d'un jour, tu peux. Est-ce que tu aimerais rencontrer est-ce que tu as pensé aussi, est-ce que tu aimerais faire un petit profil? As-tu pensé à ces emplois-là qui gravitent autour? Parce que des fois, ça peut être j'ai envie de retourner au cégep, mais moi, ça me fait peur, tu sais. On en voit, là, que aussi des gens que, au niveau des études, c'est-tu difficile? Moi, ça m'a, il y en a qui ont avec des difficultés scolaires. Oui, j'en ai une en ce moment dans ma classe qui a 25 ans. Elle est pas vieille, là, mais elle étudie avec des gens qui ont 17 ans. Mais c'est quand même un bon écart d'âge ou de maturité à cet âge-là. Mais elle, tu vois qu'elle sait exactement où elle veut. Puis, tu sais, là, je pense que dans la vie, à un moment donné, on se place aussi à ce niveau-là. C'est plus qu'on a d'expérience de vie, plus que c'est facile de dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Ça veut pas dire que la démarche va être plus facile parce qu'on chacun a son profil, mais au niveau des réponses, il y a moins de points d'interrogation. Ça, c'est juste normal. Puis c'est pour ça qu'avec une personne qui est plus jeune ou qui a moins d'expérience, pour des raisons X, Y, Z, on va pousser l'exploration, on va essayer d'aller voir comment on peut l'aider dans sa réflexion. Puis aussi, effectivement, de penser à tous les angles morts. C'est quoi les angles morts qu'on voit pas? Tu sais, tu sais, souvent, tu dis à ça, là, c'est sûr que personne ne pense jamais à ça. Notre méconnaissance des emplois. Ouais. Parce qu'en réalité, depuis qu'on est jeune, nos guides, tout ce qu'on explore à peu près 10 professions. Je te dirais, depuis qu'on est jeune, on explore quelle profession on les nommerait toutes. Là. Ouais, policier, ingénieur, médecin. Policier, pompier, infirmière. Nos livres pour enfants, le vétérinaire, le pompier, la personne de la construction. Tu sais, on pille les émissions à télé, c'est qui? C'est des avocats, des policiers. Tu sais, on gravite souvent dans les mêmes professions. Fait qu'en réalité,
dans les centaines de formations qui existent, il y en a plein qu'on ne sait même pas qu'ils existent. Fait que, est-ce que il n'y a jamais eu d'émission ou de livre, je traite les eaux usées. Oh. Non. Mais c'est un super métier. Mais c'est vraiment une belle formation professionnelle pour quelqu'un qui a un profil, on va dire, plus science. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'exemples de diplômes d'études professionnelles qui sont un petit peu plus notions scientifiques, mais c'en est un, ça. Ah. Donc, qui est pas très connu. Puis il y en a plein, là, au niveau universitaire, collégial, puis maintenant, il existe les AEC, les AEP. Il y a plein de choses complémentaires qu'on peut aller chercher pour dire, j'ai été chercher ça, mais en allant chercher ce certificat-là, je vais bonifier ma formation existante. Puis aujourd'hui, on a beaucoup de données. Fait qu'on sait que si tu fais cette formation-là, écoute, depuis 10 ans, c'est 80% de taux de placement. Tu sais, on a des données qui nous permettent aussi peut-être d'éviter certains pièges. Ben, il y a beaucoup de données, puis en même temps, l'accessibilité aux données, surtout avec l'intelligence artificielle, coupe la réflexion. C'est-à-dire si je veux trouver des renseignements, je marque trois critères sur ChatGPT, puis je le sors. Mais en même temps, est-ce que ChatGPT ne m'accompagnera pas dans une réflexion? Et il te connaît pas personnellement, il y a pas, tu sais, tes angoisses, tes bonheurs, tes affaires, il sait pas, lui. Puis tout ce qui va sortir est orienté de ce que tu vas écrire et ta vision. Donc ça, faut faire attention parce que les renseignements sont faciles à trouver, mais est-ce qu'on a été vraiment tout ratissés? Est-ce que l'expertise de la machine ou de nos connaissances on pensait à des détails. Ça, c'est un savoir qui s'accumule avec l'expérience. Puis en même temps, cette réflexion-là aussi nécessite des fois un accompagnement pour défaire un préjugé. Mm-hmm. Moi, j'ai déjà entendu, mettons, sur un comptable, s'est enfermé d'un bureau, puis ça sort pas, puis ça... Ben là, non, ce n'est pas que ça. C'est réducteur. Puis il y a des fois, on peut être confronté à ça aussi, des préjugés, des pensées un peu préfabriquées ou de pas voir l'étendue de ce qu'une profession peut offrir comme milieu de travail. Moi, je vais te donner un exemple. Là. Nous, on a développé un parcours recherche-études pour faire développer la recherche. Mais quand on arrive avec ça aux jeunes, on dit c'est quoi la recherche? Ils nous disent tout, un gars qui a un sarrau dans un laboratoire qui vide des potions. Là. C'est ça. Mais nous, quand on les amène voir de la recherche en musique expérimentale, ils font OK, on est loin de ça, là, parce que la recherche, ça se fait partout. Fait que je pense que des fois, justement, il faut démystifier aussi beaucoup le marché du travail qu'on connaît pas ou qu'on connaît peu ou qu'on a des appréhensions. Puis ça, c'est votre rôle premier. Là. Exactement. Et nous, ce qui est important, c'est que c'est des démarches qui sont personnalisées, qui sont individualisées, puis il va aller au rythme de la personne. Tu sais, à un moment donné, des fois, on n'a pas de baguette magique. Des fois, la personne, s'il faut qu'elle fasse une réflexion, puis qu'elle prenne du recul, c'est du temps. C'est elle qu'il faut qu'il le fasse. Il faut pas le faire pour la personne. Exactement. Puis c'est pas des démarches qui se font en 3 semaines. Tu sais, faire un bilan professionnel, dire je sais pas ce que je veux faire dans la vie, j'aimerais explorer, je me pose plein de questions. Ben, c'est pas 2 rencontres et c'est réglé, tu sais. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que des fois, quand on se rend à être écœuré, on veut que ça change vite, rapidement, tu sais. Fait que des fois, il faut peut-être venir voir ça, qu'on est malheureux d'un peu d'avance pour commencer à explorer parce que ça peut être long. Ben oui, ça peut être long, puis des fois, il y en a que ça peut être simple. Ils hésitent entre 2-3 professions qui se ressemblent tous. Ouais. Donc là, on va explorer, mais c'est très niché. Mais des fois, on peut partir d'une page blanche ou on peut partir d'une personne qui a eu un accident de travail, qui avait un job qui aimait puis qui peut plus la faire. Ah, ouais. Fait que là, tu te dis, moi, je ne peux plus faire la profession que j'aimais. Faut que je me redéfinisse complètement. Et ça, c'est une grosse réflexion, c'est une grosse démarche. Ça peut pas se faire en 2-3 rencontres. Donc, ça se peut qu'il y ait du in and out, il y a des deuils, il y a de l'accompagnement. Puis nous, c'est un accompagnement aussi qui est socio-professionnel, mais c'est un accompagnement d'humain aussi. On accompagne dans le deuil, dans des personnes qui ont vécu du harcèlement au travail, qui ont vécu des situations difficiles, qui peuvent gérer de l'anxiété, qui peuvent être des personnes qui ont des profils différents, peuvent être diagnostiqués TDAH ou pas, et que ça amène aussi des défis au niveau de l'employabilité ou des études. Fait que nous, c'est d'accompagner, d'outiller ou en tout cas accompagner vers les personnes pour qu'elles puissent savoir où les bons outils puis ce qu'elles ont le droit. Tu sais. Ben absolument. Puis même les cellules familiales, tu sais, une femme monoparentale qui a 2 enfants, par rapport à un jeune qui est tout seul puis qui vit chez ses parents, les réalités sont différentes aussi là, sur ce que tu as besoin plus rapidement ou on voit la pyramide des besoins là. Maslow, puis même au niveau de la mobilité, on est quand même dans une MRC qui est très étendue, qui a peu de transport en commun, que ça peut être compliqué. J'ai trouvé une job, mais t'es à Saint-Augustin, toi t'habites à Normandin, tu veux faire la route, tu sais, il y a des questions à se poser aussi. Ben oui, puis même des fois avant, tu sais, pour entamer une bonne réflexion professionnelle, il faut stabiliser des fois certaines choses
personnel. Tu sais, des fois, on n'est pas là, on n'a pas la tête à ça. Quand quelqu'un vit de la détresse financière ou qu'il a des besoins alimentaires, qui a des enjeux de logement, ben là, faire une démarche sereine, il va faire stabiliser quelques éléments avant de pouvoir entamer ça. Puis nous, on est là aussi pour supporter ces personnes-là. Ouais. C'est génial, ça. Bon, maintenant, je suis un jeune ou un parent. Je viens d'écouter cette entrevue-là. Je trouve ça tombant intéressant. Il me manque des bouts. Comment on fait? Là, on en a parlé. On peut aller se rendre directement chez vous. Si je suis un peu plus timide ou je sais pas, j'ai des affaires que ça peut être, comme je disais, de l'orgueil ou de la honte ou je sais pas trop, de la peur. Ouais. On peut aussi, j'imagine, communiquer avec vous autrement, par courriel, par téléphone? Courriel, téléphone, Messenger, parce qu'on a une page Facebook, évidemment. Ça, c'est-tu la meilleure place pour porte d'entrée, la page Facebook? C'est toutes des bonnes portes d'entrée. C'est toutes des bonnes portes d'entrée. À partir de là, la personne va être répondue dans nos heures ouvrables. Oui. La personne va être répondue. On va prendre le besoin, on va s'assurer que rapidement la personne a un rendez-vous. Okay. Puis on couvre tout le secteur. On peut même des fois aussi, c'est bien des fois se voir en vrai, mais des rencontres à distance si on a des enjeux de transport. Oui. Puis on a 3 points de service qui couvrent nos 2 MRC, donc on est sur tout le territoire. Puis c'est sûr qu'on va essayer de répondre le plus rapidement possible aux personnes qui ont des demandes, puis d'offrir le meilleur accompagnement. Hey, merci Michel, ça va être intéressant. Quelle belle expertise, c'est important. Lâchez pas, c'est important pour un milieu comme nous, je pense, là, d'avoir des services comme vous offrez. Bravo. Puis, en terminant, tu sais, des fois, on peut sentir ça a-tu du sens que j'y vais? Ben, nous, en accompagnement individuel, c'est plus de 600 personnes qu'on accompagne. Puis via des affaires de groupe, de conférences, de rencontres d'équipes, de toucher le maximum. C'est des fois 3-4 000 personnes par année qu'on touche par nos projets, puis depuis 30 ans. Donc, on n'est jamais... on peut penser bien des choses, mais beaucoup de personnes ont franchi les portes de notre organisme. Puis, c'est de pas rester avec notre malaise quand on sent que professionnellement, on a des questionnements. Je pense que c'est rien que de faire le pas, puis après ça, après la première rencontre, les personnes vont se sentir à l'aise. Faire le pas. Moi, je vais relancer en citant Wayne Gretzky. On manque 100% des tirs qu'on prend pas. Essaye. Tu penses que ça peut peut-être t'aider? Va donc voir. Peut-être que ça te servira pas, mais si tu y vas pas, clairement, ça te servira pas. J'oserais pas relancer sur la merveille. Hey, merci beaucoup, Merci Michel. beaucoup. Je rappelle que tu es directeur du Carrefour Jeunesse Emploi Mariage Chapdelaine. Merci aussi à vous d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié cette émission-là. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine.